Chers amis, bonjour, vous êtes sur Paix et Guerre. Je vous retrouve avec joie pour une 85e mondoscopie. Nous sommes le 20 août 2025. Ce n'est pas encore l'Ukraine qui capitule, mais c'est déjà l'Europe. C'est un peu la tonalité générale de ce que je vais vous dire aujourd'hui. On aura un monosujet, parce qu'avec tout ce qui s'est passé entre le sommet d'Anchorage et puis celui qui vient de se dérouler à Washington et tout ce qui va suivre, il y a quand même beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer d'être claire et concise. Bon, le sujet, c'est le grand reset stratégique. N'en déplaise aux fâcheux, aux énervés, aux agacés, aux spectateurs courroucés, aux moralistes aux petits pieds, à tous ceux qui, depuis 3 ans et demi, comment dirais-je, hurlent avec les loups pour continuer à faire se sacrifier cette malheureuse Ukraine qui est tombée quand même dans notre piège, ou dans le piège américain au départ en tout cas, mais qui ne s'en sort pas et qui est même dans des impasses sur un certain nombre de sujets. Eh bien, voilà, on y arrive malgré tout, grâce à Donald Trump, grâce aussi à Vladimir Poutine, mais grâce à Donald Trump, parce que c'est lui qui arrive, en dépit de toutes les choses trappes qu'on essaie de placer sous ses pieds, qui est arrivé à provoquer ce premier sommet, ce grand sommet, et c'est quelque chose de très important à l'échelle du monde, au-delà de l'Ukraine, entre les États-Unis et la Russie. Bon. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rester extrêmement prudent. Voilà. Et ce sera aussi, c'est un peu le sous-ton, le sous-texte de ce que je veux vous expliquer aujourd'hui. Bon, on a assisté au sommet le 15 août à Anchorage entre Vladimir Poutine et Donald Trump, reçu comme un chef d'État d'une puissance majeure. Oui, il y avait des soldats qui déployaient un tapis rouge. Oui, c'est le protocole en fait, c'est comme ça que ça se passe. Donc je sais bien qu'on veut chaque fois donner une tonalité scandalisée, comment c'est un criminel de guerre, il est reçu comme s'il était un roi, mais ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est que les États-Unis ont compris qu'il était de leur intérêt et de celui de leur président, de mettre un terme à ce conflit, ou en tout cas de se mettre dans la position non plus d'un acteur de la guerre, et ça il l'a fait dès son arrivée au pouvoir, Donald Trump, il a tout de suite essayé de se mettre en surplomb, si vous voulez, et de dire « mais moi j'aide à faire la paix, je ne suis pas partie prenante ». Bon. Donc on a assisté à ce sommet qui s'est bien passé, qui n'a pas donné lieu à un accord de paix, évidemment, parce qu'il y a énormément de choses à discuter avant de parler d'un accord de paix, mais c'est un grand pas en avant, en fait, pour la sécurité globale. Et je m'étonne enfin je ne m'étonne pas d'ailleurs, mais que, évidemment, en Europe et chez nous, on soit tellement scandalisé de ce qui s'est passé. C'est ce qui pouvait arriver de mieux. Simplement, il faudrait que l'Europe le comprenne et qu'elle comprenne son intérêt. Mais ça n'est manifestement pas encore à l'ordre du jour. Elle a peut-être besoin encore de se voir tordre le bras plus brutalement. En tout cas, avec ce sommet, qui a donc donné lieu en fait à des démonstrations de bonne volonté quant à la reprise d'un dialogue très large. Le point principal qui a choqué en Europe, mais qui est évident, et moi ça fait 3 ans que j'en parle, il faut un accord général, il faut un accord global sur la sécurité du monde, sur la sécurité européenne et sur l'Ukraine. Voilà, qui n'est qu'une guerre régionale. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle est observée dans plein de parties du monde. Il n'y a que nous pour croire qu'on est au centre de la planète. Bon. Donc, il y a eu ce sommet, et on peut dire que le pas en avant, si vous voulez, au plan de l'efficacité dans la négociation, c'est que Trump a compris, et je pense que Poutine le lui a expliqué face à face, les racines du conflit. Est-ce que ça veut dire qu'il les admet? Est-ce que ça veut dire qu'il va accepter tout ce que veut Poutine? Non, certainement pas. Mais il a accepté quand même, et il a eu une explication probablement de première main. Et il a compris qu'un cessez-le-feu, c'était en fait la recette pour continuer éternellement.
parce qu'un cessez-le-feu serait immédiatement rompu par les Ukrainiens de toute façon. Et effectivement, ça ne servirait qu'à donner du temps pour se réarmer, pour recommencer, pour continuer, pour ne jamais en finir. Bon. Donc il a dit qu'il faut un accord de paix global et pas de cessez-le-feu préalable qui est inacceptable et qui est inatteignable d'ailleurs en l'espèce. Bon. Donc, évidemment, on arrive à un moment critique, à un moment où en fait l'Europe doit décider si elle veut faire partie de ce grand reset stratégique ou si elle a vraiment décidé de tomber dans les oubliettes de l'histoire, au plan géopolitique, et continuer à s'auto-mutiler, à s'auto-flageller d'ailleurs aussi, mais à s'auto-mutiler stratégiquement et à être considéré de plus en plus comme quantité négligeable. Et là, évidemment, après le sommet d'Anchorage, il y a eu le sommet de Washington de lundi, et avec d'abord une rencontre Trump-Zelensky, puis une rencontre Trump, les Européens et Zelensky. Dans le bureau ovale, c'était terriblement humiliant, évidemment, pour les Européens, ne serait-ce que visuellement, si vous voulez, la mise en scène visuelle de ce Trump de l'autre côté du bureau, avec face à lui comme des bons petits élèves, plus ou moins contrits, pas contents, mauvais élèves d'ailleurs, pour certains, face à lui, ça avait quelque chose de terriblement affligeant du point de vue européen. Mais évidemment, les Européens ne le présentent pas comme ça. Ils sont là pour aider Volodymyr Zelensky à obtenir une paix durable et sérieuse, etc., etc. Bon. En tout cas, on a là une leçon in vivo, enfin, devant la planète, de réalisme. Et c'est du réalisme, je dirais, de haute volée. Quoi qu'on pense de Donald Trump, il a quand même... il comprend l'importance des enjeux, il comprend aussi la situation militaire dans laquelle se trouve son pays, qui doit aussi, pour l'instant, qui n'est pas capable d'affronter la Russie, d'abord parce que ce sont deux puissances nucléaires, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer sur Europe 1 au début de la semaine, mais voilà, il y a d'autres choses à faire, il y a d'autres choses pour lui, qui a un agenda beaucoup plus large, à préserver et à mettre en place avec la Russie, avec des espoirs plus ou moins fondés sur le découplage avec la Chine, etc. Bon, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas, pour l'instant, il y a des deals très opérationnels, très concrets qui sont en train d'être faits entre Russes et Américains, auxquels, naturellement, nous ne sommes pas partis. Bon, donc, on est à cette leçon de réalisme parce que la réalité militaire s'impose. Ça aussi, ça fait combien de temps que je dis ça, avec d'autres, mais la réalité militaire s'impose et la réalité stratégique aussi. Militairement, l'Ukraine est en état de survie, si vous voulez, militaire sur le front, mais on voit bien que les forces ukrainiennes reculent, les forces russes, elles avancent à un rythme de plus en plus soutenu, je vous en parlerai plus tard. Stratégiquement, la Russie est clairement redevenue, en dépit de tous nos efforts, un acteur global, estimé, respecté sur la scène internationale et pas du tout isolé, contrairement à ce qu'on a voulu raconter, parce qu'on a expliqué qu'à Anchorage, Trump, finalement, servait la soupe à Vladimir Poutine et le sortait de son isolement. Mais c'est ne rien comprendre à ce qui se passe. La Russie n'est pas isolée, elle est tout sauf isolée. C'est nous qui sommes isolés. Bon. Donc, redevenu un acteur global, un des trois grands, clairement, avec les États-Unis et la Chine. Elle a fait la démonstration qu'elle ne plierait pas, ni militairement, ni économiquement, ni financièrement, ni culturellement, ni spirituellement même. Elle a fait aussi la démonstration qu'elle savait agréger autour d'elle, parce que, comme je l'ai expliqué à maintes reprises, cette guerre, ça a été un accélérateur extraordinaire pour la fédération autour de Moscou et de Pékin, de la dynamique des BRICS, et au-delà même. Enfin, si vous voulez, il y a
on a obtenu exactement tout l'inverse de ce qu'on s'imaginait. Elle a montré qu'elle tenait bon dans l'adversité et que s'il fallait que ça dure encore des années, ça durera des années, même si elle n'en a pas forcément envie et si ça lui coûte cher, très cher, pas seulement en hommes, mais aussi en beaucoup de choses, militairement déjà, au plan des forces, au plan des matériels, au plan des priorités évidemment industrielles et économiques qui sont données quand même à la soutenabilité de cette opération militaire spéciale, cette guerre maintenant. Bref, et puis elle a montré aussi qu'elle surclassait, pour l'instant, technologiquement, au plan militaire, ses grands compétiteurs et ceux qui lui voulaient du mal, en l'espèce les États-Unis et l'Europe. Donc, pour les plus intelligents, la coopération avec la Russie est une évidence, c'est une nécessité. Ça va de soi à l'échelle eurasiatique, surtout quand on est européen et même américain, évidemment. Ça va de soi. Bon, en Europe, évidemment, à part les Slovaques et les Hongrois, et puis quelques autres qui de temps en temps se disent on ferait bien d'être un tout petit peu moins butés et un peu moins entêtés et de quand même admettre ce qu'on a voulu faire et juste qu'on a raté notre coup avec l'Ukraine, il n'y a pas grand monde, parce que tous les autres, il y en a quelques-uns qui commencent à réfléchir, mais tous les autres restent encore dans des postures, c'est inadmissible, l'Ukraine doit continuer à se battre, bon. Alors là, il y a le problème de fond qui est dans quelle mesure le pouvoir ukrainien actuel représente les intérêts de la population ukrainienne. Ça, c'est un problème de fond qu'on fait mine de ne pas voir, on fait comme s'il y avait une identité totale, c'est faux. C'est un peu comme dans certains pays en Europe où les taux de popularité des dirigeants au pouvoir sont quand même extrêmement faibles et de plus en plus faibles. De plus en plus faibles. Et ce ne sont pas des pays en guerre. Donc vous imaginez l'Ukraine, dont la population est littéralement prise en otage où qu'elle soit et jetée au front comme de la chair à canon pour un conflit qui n'apportera rien de toute façon, parce que chaque jour qui passe, c'est près quand même de 1000 Ukrainiens qui meurent. Je ne sais pas si on prend la mesure, les proportions de cette monstruosité stratégique que nous appuyons. Bon. Mais enfin, voilà, on en est là. Bon, alors, donc Trump, qu'est-ce qu'il a fait? Il a osé finalement briser la chape idéologique, la chape extrêmement cynique d'ailleurs, et tout le narratif diabolisant pour la Russie, russophobique, comme ils disent, primitif. Et il a déchiré en fait le voile du mensonge, d'abord sur la réalité de ce qui se passait sur le terrain, c'est-à-dire que la Russie gagne et l'Ukraine perd, et puis aussi sur pourquoi cette guerre, pourquoi les Russes ont fait ce qu'ils ont fait, d'où vient-on? Est-ce que cette guerre aurait eu lieu avec un peu plus d'intelligence de situation? Et là, Poutine l'aide en expliquant qu'effectivement, s'il avait été président à la place de Biden, l'opération militaire spéciale n'aurait probablement pas eu lieu. Bon, et l'Ukraine s'en sortirait infiniment mieux aujourd'hui qu'elle ne va s'en sortir demain. Bref. En tout cas, Trump continue sur sa lancée. Pour l'instant, il ne se laisse plus, ou en tout cas plus publiquement, prendre et coincer par l'État profond et par tous les gens qui autour de lui sont encore de fervents partisans de la poursuite de la guerre, pour des raisons financières bien sûr, pour des raisons industrielles. Bon. Et justement, il y a la question de l'industrie, et là, l'Europe finalement vient de régler son problème puisqu'elle a accepté, c'est quand même fou, pour être à la table des négociations finalement, pour essayer de grappiller une forme de petite présence lors de ce grand règlement entre géants. Eh bien, nous allons donc acheter pour plus de 100 milliards de dollars d'armement américain aux Américains pour pouvoir les donner à l'Ukraine via l'OTAN. C'est juste du délire, c'est évidemment la fin
de toute la rhétorique ridicule sur l'autonomie stratégique européenne. Là, non seulement on n'a pas d'autonomie au plan de la définition d'une stratégie propre, si vous voulez, de l'Europe, qui se heurte à plein d'obstacles, politiques déjà, et puis économiques évidents et industriels évidents, mais c'est aussi comment dirais-je, c'est la démonstration que l'Europe, en fait, reste totalement soumise aux États-Unis, qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas. Et là, elle le veut parce que sinon, elle disparaît complètement du champ. Donc je pense que ça a été ça le deal, si vous voulez, implicite, ou peut-être même très explicite, entre Trump, ses équipes et les Européens. Donc, Trump continue, là il vient de faire des déclarations en expliquant la Crimée, c'est presque le Texas en taille. Est-ce que vous vous rendez compte, enfin sous-entendu, est-ce que vous vous rendez compte? Donc il ne s'agit pas de reprendre la Crimée. La Crimée, c'est fini. La Crimée, elle est russe. Elle a dit qu'elle voulait être russe et elle est russe. Et on sait pourquoi. Au moment de Maïdan, d'ailleurs, les Russes ont fait ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire ils ont sécurisé essentiellement leur flotte de la mer Noire, qui était en grand danger si jamais la Crimée passait sous contrôle du nouveau pouvoir ukrainien, qui était aux ordres de Washington. Donc, voilà, il est contre des sanctions supplémentaires, il est contre donc à des livraisons d'armes en direct. Bref, il veut s'extraire, si vous voulez, et il dit aux Européens, mais allez-y, allez-y, si vous y tenez, mais allez-y. Mais donc, comme vous n'avez pas d'armes, puisque vous n'en produisez pas, moi-même, j'en produis déjà plus assez, mais vous allez me les acheter à moi. Ça ira peut-être plus vite que si vous essayez, vous, de vous mettre à faire des armements en quantité suffisante. Mais de toute façon, ce ne sera jamais en quantité suffisante. Ça, c'est ce que personne ne dit. Mais bon, il faut faire tourner le complexe militaro-industriel américain et européen d'une certaine façon. En tout cas, c'est la ligne donc de Steve Witkoff qui prend le pas pour l'instant, la ligne réaliste sur le fameux plan Kellogg qui était totalement voilà, qui était né des cerveaux embrumés de gens qui manifestement s'imaginent que quand on gagne sur le terrain, on va quand même capituler, on va donner ce dont les autres ont envie. Enfin, c'était tellement fou, c'est même pas la peine, je vous l'ai expliqué en long, en large et en travers. Bref, donc, on paraît en bonne voie, si vous voulez. Voilà, Trump et Poutine se parlent, sont heureux de pouvoir se parler, probablement, se respectent. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que bon, la confiance n'exclut pas le contrôle, comme chacun sait, hein, et ils n'ont pas les mêmes intérêts, loin de là, évidemment, pour leurs pays respectifs, mais il y a une convergence, il y a une opportunité, si vous voulez, de se rencontrer sur un certain nombre de grands sujets et de grandes nécessités, pas seulement des accords, des deals miniers ou des deals stratégiques. Bon. Donc la question, c'est le timing, parce que les midterms arrivent aux États-Unis, approchent. Donc il faut que Trump obtienne son succès, j'allais dire, avant, parce qu'après, il va devoir un peu zapper, si vous voulez. Il va passer à des séquences beaucoup plus politiques internes. Mais c'est un instinctif, c'est un pragmatique. Il veut aussi son prix Nobel de la paix. Je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin, il passe sa vie à expliquer qu'il est un faiseur de paix, qu'il a déjà résolu 6 conflits à lui tout seul. Bon. Comment dirais-je, il inscrit son attitude vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis du conflit ukrainien dans une préoccupation centrale qui est de faire stopper le massacre. Ça devrait être la nôtre aussi, vous me direz. Hein, bon, nous sommes si moraux. Et donc Poutine l'aide, parce que Poutine lui donne ce rôle, lui reconnaît ce rôle. Voilà, ils se sont rencontrés en Alaska, il lui a proposé de venir à Moscou. Bon, ça, c'est pas encore... je ne suis pas sûre que ça se fasse, mais évidemment, ça aurait une allure folle. Ce serait vraiment le grand reset. Alors là, Urbi et Orbi. Et quant à Vladimir Poutine, bon, on peut dire que bien sûr, le fait de pouvoir démontrer que, en dépit de tout ce que les Européens essaient de lui faire, tout ce que l'ancienne administration et ses réseaux en Europe essaient de faire,
Finalement, Trump le reçoit comme s'il n'y avait aucune poursuite au niveau de la Cour internationale pénale. Voilà, enfin, c'est quand même, il fait la nique à tout le monde, clairement. Il change de catégorie, si vous voulez. Il va dans sa catégorie, ce qu'il considère être sa catégorie. Et il n'oublie pas pour autant, et ça je pense que c'est très très important, de prévenir et de tenir au courant, j'allais dire presque en temps réel, ses grands alliés des BRICS sur ce qui se passe, sur la relation avec les États-Unis, puisque c'est très important ça, puisque la dynamique des BRICS, bon, elle a sa force propre, si vous voulez, son énergie propre, mais évidemment, c'est une alternative, et ça se présente malgré tout comme ça, et c'est aussi ce qui fait sa popularité, c'est une alternative à l'ordre occidental et à l'ordre américain. Donc, il ne faut pas que ces alliés des BRICS, et je pense évidemment aux Chinois, mais aussi aux Indiens, mais aussi aux Saoudiens, mais aussi aux Iraniens, enfin bref, tous les grands, les Brésiliens, il ne faut pas que tous ces pays se disent, ça y est, il va faire un accord avec les États-Unis et nous, on va en faire les frais, si vous voulez. Donc, si vous regardez toutes les conversations dont on entend parler avec Mohamed Ben Salman, évidemment avec Xi Jinping, bon, il tient très au courant, si vous voulez. Donc, il reste au grand niveau global, c'est-à-dire, oui, je dois m'entendre, je suis en train de rétablir un dialogue avec les États-Unis, mais ça n'est pas contre ce qui se fait par ailleurs, contre tout ce qui se fait à l'échelle de l'Eurasie et au-delà, contre mon lien avec vous tous, membres des BRICS. Au contraire, voilà. Donc c'est très habile, c'est très très habile. Pour l'instant, la Chine et l'Inde le suivent en dépit des sanctions que les Américains, des droits de douane là, à 50% que les Américains ont manifestement remis sur les Indiens. Pour l'instant, si vous voulez, la méthode américaine qui est pression, chantage, incentive, bon, la carotte et le bâton, ça ne marche pas très fort. Ça ne marche pas très fort sur les BRICS. En tout cas, voilà, on a eu cette leçon de réalisme grandeur nature en mondiovision, pas mondoscopie, mais c'est la mondiovision. Et on voit bien que Trump, en fait, n'a cure des roquets mordeurs européens, hein, comme je les appelle, et du moralisme à dessous, parce qu'il sait très bien que tous ces gens-là, en fait, ne voulaient pas sa victoire, ont tout fait pour l'entraver chacun à leur manière, ont parti liés avec les démocrates américains. Bref, alors évidemment, que se passe-t-il en Europe ? Tous ces leaders européens sont en PLS, comme on dit, en hyperventilation, parce que en fait, le narratif s'effondre, se brise sur le roc, comme une vague, sur le rocher du réel, si vous voulez. Et alors, je ne vous parle même pas des médias, là, alors, ils ne savent plus, là, c'est le grand... C'est la grande panique, en fait. Bon, voilà, il y a eu l'histoire de son isolement, Trump rompt l'isolement de Vladimir Poutine, comme si Vladimir Poutine était isolé. Il n'y a que les Européens qui ne lui parlaient pas. Mais l'Europe, ce n'est pas le monde. Voilà. Donc nous sommes isolés par notre aveuglement, par notre bêtise, par ses conséquences meurtrières, par l'image que nous donnons de nous-mêmes. Et donc, on en est réduit à payer notre jeton de présence, si vous voulez, à la table, d'où ce deal sur les armes américaines. Bon. Fin du mensonge sur l'autonomie stratégique européenne. Et l'OTAN, naturellement, s'exécute. Mark Rutte, le secrétaire général, a fait une déclaration qui vaut son pesant de cacahuètes, où il a expliqué qu'il remerciait beaucoup le président Trump de les avoir sortis de l'impasse. Et il a raison, bien sûr. Trump les sort tous de l'impasse. Voilà, parce que c'était une escalade sans issue, extrêmement dangereuse, mais sans issue. Alors, maintenant, il y a des problèmes concrets, parce qu'une fois qu'on a dit ça, rien n'est réglé. Bon, je vous passe l'attitude française, parce que là,
attitude française, si vous regardez le discours présidentiel de Bormes-les-Mimosas et si vous regardez les dernières déclarations d'Emmanuel Macron sur l'ogre Poutine, c'est, je ne sais pas comment dire, d'abord, je pense que les Américains ne comprennent pas, enfin ça va trop loin, c'est vraiment être à contresens historique complet, si vous voulez. Quand on explique que Vladimir Poutine ne respecte pas sa parole, mais qui n'a pas respecté sa parole? Enfin, depuis des années. Je ne parle même pas depuis la fin de la guerre froide, n'en parlons pas, l'extension de l'OTAN, etc., mais même depuis ces dernières années, depuis Minsk. Enfin, c'est nous qui, sans arrêt, revenons sur nos paroles. Donc, c'est quand même... Je ne sais pas s'il y a une vraie conscience de la réalité, une vraie connaissance du réel, du développement chronologique de ce conflit depuis des années. Je ne sais pas. En tout cas, je pense que la France ne se met pas en bonne position si elle continue comme ça, sur ce ton. Même si il le fait peut-être pour des raisons intérieures, parce que c'est une diversion, parce que les postures martiales, etc., ben, ça permet de ne pas s'occuper du reste ou de ne pas en parler. Mais bon, ça sonne faux, c'est théâtral, c'est faux, c'est tellement évidemment faux. Voilà, la réalité, c'est que les États-Unis et la Russie sont en train de s'entendre. Alors, il faut revenir sur le sommet Trump-Zelensky parce que c'est assez intéressant pour la suite, puisque la suite, ça va être essentiellement la discussion entre les équipes des uns et des autres, mais assez rapidement, hein, parce que les Européens ont dit oui, un mois ou deux, Trump a dit il faudrait accélérer un peu là. Donc la question, c'est les questions territoriales, quel territoire contre quel autre, et puis la question fameuse des garanties de sécurité. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant le sommet Poutine-Trump pendant le sommet Trump-Zelensky. Bon, d'abord, ok, il a mis une veste, très bien, il n'a pas refait 2 fois l'erreur, j'allais dire protocolaire, enfin c'est quand même la base, mais bon, tout le monde s'est habitué à le voir comme ça, c'est un chef de guerre, mais c'est surtout un acteur, chef de guerre. En tout cas, il a quand même appris de l'horrible moment qu'il avait passé dans le bureau ovale avec J.D. Vance et Donald Trump je ne sais plus quand c'était, en février, je crois bien. Il n'y avait pas eu de confrontation directe, donc il n'a pas contredit Trump en direct devant les caméras. D'ailleurs, les Européens ne l'ont pas fait non plus, et c'est là qu'on voit bien que voilà, ils se remettent au prix, quoi. Ils rentrent dans le rang parce qu'ils n'ont pas le choix. Il a fait des déclarations assez vagues, pas tellement, il n'y avait pas beaucoup de sens. Voilà, donc on peut penser, même s'il n'y a pas de résultats concrets, voilà, tout le monde était d'accord pour dire que c'était incroyable, que jamais il n'avait eu une aussi bonne rencontre avec le président Trump, etc., etc. Néanmoins, pour l'Ukraine, il serait très important et très urgent que Volodymyr Zelensky se montre lucide et fasse un certain nombre de concessions, mais je ne pense pas, et c'est là qu'il faut être très prudent encore sur la suite, je ne pense pas que ce soit son objectif. Il veut que la guerre continue et il n'a pas l'intention de faire des concessions, notamment territoriales, au Kremlin. Il l'a d'ailleurs dit. Donc, Trump veut la fin de la guerre et Zelensky, en fait, il a une volonté aussi forte que celle de Trump, mais dans le sens de « on continue ». Il sait bien que le retrait américain est en train d'être de plus en plus clair, mais il faut prolonger ce processus en fait, de dégradation du soutien américain le plus longtemps possible. Parce que ça va permettre, via les Européens, voilà, qui n'en sont pas à ça près, tellement ils sont munificents, n'est-ce pas, et pleins aux as, ça va permettre d'avoir encore des armes, d'avoir encore des munitions. Ce sera évidemment pas aussi bien que sous Joe Biden, mais
voilà, on peut essayer de tenir, de gagner du temps. Il est toujours dans cet objectif-là pour diverses raisons. D'abord parce que le jour où il va y avoir un accord de paix, je ne pense pas qu'il va rester dans l'histoire comme un président qui a voulu le bien de son pays, c'est-à-dire que son taux d'approbation et sa popularité interne, qui est déjà en chute libre, ne va pas s'améliorer. Il a ensuite un entourage extrêmement radical, extrêmement dangereux, qu'il doit tenir en respect, si vous voulez, pour diverses raisons, mais déjà pour sa survie politique. Il espère évidemment qu'il y aura une dégradation à un moment donné entre Moscou et Washington, on peut toujours l'espérer, et certains s'y emploient d'ailleurs. Voilà, il a dit que les questions territoriales ne pourraient se résoudre que dans une rencontre personnelle avec Vladimir Poutine. Bon, bah, ça, c'est pas sérieux, si vous voulez dire ça, ça n'est pas sérieux, parce que le jour où il y aura une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, ce sera pour signer des accords qui auront été préalablement ficelés. Donc il faut que tout ça se fasse avant. On ne va pas discuter sur un coin de table, je te donne ci, tu prends ça, tu reprends ça, tu abandonnes ça. Donc, ça va pas marcher comme ça. Donc ça n'est pas crédible. Il faut des commissions conjointes russo-ukrainiennes pour mettre en place des délimitations territoriales. Il faut négocier un certain nombre de choses. Donc je pense qu'il est un peu, il rêve ou il fait semblant de rêver, si vous voulez. Alors après, il y a la question des garanties de sécurité. Donc d'abord des échanges territoriaux. Bon, il y a une carte qui est apparue à un moment donné où on laissait entendre, une carte qui a été montrée sur les médias américains, où on laissait entendre qu'en fait, la Russie pourrait se contenter de ne conserver que le Donbass historique, si vous voulez, le haut de la région, c'est-à-dire Donetsk et Louhansk. Bon, sachant qu'aujourd'hui, Louhansk est russe à 99%, sous contrôle russe à 99%, et que Donetsk en est plutôt aux 3/4, donc il manque encore un quart. Et quant aux deux oblasts en dessous, c'est-à-dire Zaporijia et Kherson, il manque aussi aux Russes, pour atteindre les limites administratives des oblasts, encore un quart à peu près du territoire. Bon, à peu près, hein, entre 20 et 30%. Bon. Mais toutes ces deux républiques et ces deux régions autonomes sont entrées depuis septembre 22 dans la Fédération de Russie. Et au titre de l'article 67 de la Constitution russe, en fait, Poutine ne peut même pas, même s'il le souhaitait, ce qui, à mon avis, n'est pas le cas, parce que ce serait renoncer à son argument principal, qui est de dire « je protège les populations de ces oblasts ». De ce que leur faisaient subir à Donetsk et Louhansk les Ukrainiens depuis 2014-2015. Donc je les protège. Donc s'il se met à les trader comme ça me semble extrêmement peu probable. Il faudrait amender la Constitution, etc. Bref, il ne peut pas le faire de lui-même, si vous voulez. Il ne peut pas le faire de lui-même. Bon. En revanche, l'armée russe avance sur 4 autres oblasts. Elle avance à Soumy, elle avance à Kharkov, elle avance à Dniepropetrovsk, elle avance à Nikolaïev et à Odessa. Donc là, et elle poursuit son avance et elle accélère son avance, probablement, je ne sais pas, hein, je n'en sais rien, mais je peux imaginer que ces avances-là, au-delà des limites des 4 oblasts, qui sont déjà dans la Fédération de Russie, et auquel je vois mal Vladimir Poutine renoncer, le reste, ça peut se discuter, ça peut se négocier, à mon avis. Bon, je me trompe peut-être. Ce qui est clair, c'est que les forces russes avancent dans toutes ces zones, que le rythme de leurs avances depuis février, en gros,
en gros, a été multiplié par 3. Donc c'est quand même très important. Les Ukrainiens d'ailleurs le reconnaissent. Hein, ils reconnaissent qu'ils perdent des villages, ils perdent des... bon, et ils ne reconnaissent pas que leurs troupes se retirent, mais il y a quand même beaucoup d'endroits où les troupes ukrainiennes se retirent devant les Russes. Donc même si vous voulez, ils jouent à la baisse, ils ne disent pas tout ce qu'ils perdent, ils perdent chaque jour non seulement des hommes, mais du territoire. Donc, la Russie va continuer à renforcer sa main territoriale, si vous voulez. Donc, ce qui est paradoxal, et c'est là qu'on voit qu'il y a une différence entre ce que veut Volodymyr Zelensky et les gens autour, ce que veulent Volodymyr Zelensky et les gens autour de lui, et ce qui serait nécessaire pour la survie de l'Ukraine et même d'une Ukraine résiduelle. Ce qui est paradoxal, c'est que prolonger les combats, ça bénéficie à la Russie, pas à l'Ukraine. Voilà, tout simplement, c'est tout bête. Mais bon, plus ça dure, plus l'Ukraine perd. Voilà. Donc c'est là qu'il faudrait en finir avec notre mensonge qui est de dire que plus ça dure, plus l'Ukraine a des chances finalement de l'emporter et de s'en sortir. C'est faux. C'est faux dans les faits. Chaque jour le montre. Bon. Donc je pense que Zelensky, si vous voulez, il doit conserver la loyauté de toutes les forces politiques là, très très influentes et très nationalistes, ultra-nationalistes qui l'entourent. Et c'est presque plus important pour lui que de perdre des hommes, ça. Voilà. Donc il veut prolonger, il veut prolonger le plus possible le processus de négociation, ce qui permettra aussi de faire des provocations, des false flags et tout un tas d'occasions pour qu'éventuellement le processus s'interrompe, n'est-ce pas? Donc, voilà, si vous voulez, l'avenir de l'Ukraine repose quand même sur les épaules de Volodymyr Zelensky, parce que s'il ne fait pas ce que lui propose Donald Trump, et d'ailleurs Donald Trump l'a dit, c'est à Zelensky de savoir ce qu'il veut, même si on sait que Zelensky obéit, et il obéit évidemment aux Européens, et notamment aux Anglais. En tout cas, les conséquences pour l'Ukraine, pour l'Europe, pour le monde, dans son ensemble, dépendent beaucoup de la manière dont il va comprendre l'urgence pour lui d'arrêter et en fait de faire un certain nombre de concessions maintenant qui sont les concessions d'un perdant, voilà, face à un gagnant. Alors ça ne veut pas dire tout, évidemment, mais jusqu'à quand va-t-il faire durer le martyre de son peuple pour poursuivre une illusion, si vous voulez? Je ne parle même pas de sa sécurité physique. Bon, donc ça c'est une chose, et donc ça c'est la question des territoires, et après la question des garanties de sécurité. Donc là, depuis des mois, les Russes expliquent qu'il est hors de question qu'il y ait des troupes de pays de l'OTAN qui soient déployées officiellement en Ukraine face à eux, face aux forces russes. Bon. Donc ça veut dire que la question des garanties de sécurité va être extrêmement compliquée. Les Européens, plusieurs, je crois, notamment les Britanniques, si les Américains proposent, permettent, enfin offrent un soutien aérien éventuellement au déploiement de forces anglaises. Les Anglais ont dit qu'ils pourraient être volontaires. Les Français, je ne sais pas, j'espère que non, parce que ce serait vraiment pas très intelligent. Mais voilà où on en est. Alors on parle aussi, et notamment Lavrov en a parlé, du fait que ces garanties de sécurité, c'est les dernières déclarations du ministre russe des Affaires étrangères, c'est que ces garanties de sécurité doivent être discutées entre les États-Unis, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne et la France. Discuter, ça ne veut pas dire mettre des troupes, discuter. Voilà. Et il a rajouté, donc il a mis la Russie là-dedans, et il a dit, évidemment, la Russie aussi doit garantir la sécurité de l'Ukraine. Et voilà, donc c'est ça l'idée de l'accord de paix global, si vous voulez. C'est que ce n'est pas aux Européens uniquement
de continuer à expliquer qu'ils vont garantir la sécurité de l'Ukraine en se mettant en position militaire, je ne sais pas quoi d'ailleurs, dans quelle posture exacte, et à quel endroit, surtout en Ukraine, probablement en Ukraine de l'Ouest, très à l'Ouest, face à Moscou. Je pense que là, il va falloir devenir beaucoup plus lucide. Alors, le Japon a proposé, c'est bon, c'est aussi de faire partie des garanties de sécurité. L'ONU, mais alors est-ce que les États-Unis accepteront qu'il y ait une force internationale? Je ne sais pas, les Russes pourraient peut-être l'accepter, en tout cas plus que des Français et des Anglais, puisque les Français et les Anglais, depuis 3 ans, sont avec les Américains à la manœuvre contre eux. C'est ça qu'il faut comprendre, il faut être logique. Bref, pour l'instant, tout ça est en discussion, à mon avis, dans tous les sens et en permanence. Donc, dans mes prochaines émissions, je pourrai vous en parler plus directement. Mais je veux terminer cette mondoscopie en vous parlant de questions économiques. Parce que les résultats du sommet du 15 août, donc entre Trump et Poutine, sont, comme je l'ai dit, extrêmement larges et touchent à la sécurité du monde, mais touchent aussi à des questions de coopération énergétique. Et c'est là qu'on voit que l'Europe est dans une posture suicidaire complètement ahurissante et dont elle va avoir désormais beaucoup de mal à se sortir parce elle s'est mise sous la coupe américaine, si vous voulez, et elle va finir par acheter le gaz et le pétrole russe via des sociétés américaines et le payer 3 ou 4 fois plus cher. C'est à ça que nous allons aboutir avec notre intelligence de situation remarquable. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que je crois même en amont du sommet, donc c'était peut-être une sorte de geste de Poutine, on dit que ça a été signé juste en amont de la rencontre avec Trump, peut-être tout de suite après. En tout cas, Vladimir Poutine a signé un décret, j'en ai aussi parlé sur Europe 1 très, très brièvement, un décret permettant la reprise de l'exploitation conjointe russo-américaine du projet de Sakhaline 1, dans l'île de Sakhaline, enfin au large de l'île de Sakhaline, donc avec Neftegaz, qui est la succursale, si vous voulez, d'Exxon pour ces parties du monde. Donc il y a une coopération vitale en fait qui est renouée. Il faut savoir qu'Exxon s'était retiré précipitamment en 2022, évidemment, du marché russe, sous la pression, etc., et avait perdu plus de 4 milliards dans cette affaire. Donc là, on prend la mesure quand même de la naïveté européenne, du ridicule de la posture européenne et de notre impuissance énergétique qui est auto-consentie. Hein. Donc c'est ça, on va tout payer 3-4 fois plus, ce sera marqué américain, mais en fait ce sera quand même du gaz ou du pétrole russe, quoi. Bon. Je ne sais pas si... Voilà. Et quant à Total, à ma connaissance, ils sont plutôt sortis des projets, enfin ils sont plus du tout, ils sont peut-être pas persona non grata, mais en tout cas, voilà, la France est hors jeu pour l'instant, dans tous ces domaines. Bon. Alors, les prochaines étapes, bien sûr, c'est la rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Donc, on ne sait pas encore. Hein, bon. Puis, une trilatérale avec Trump, Poutine, Zelensky. Les Européens demandent une quadrilatérale, c'est-à-dire avec eux en plus. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, hein, parce que l'humiliation a quand même déjà été énorme à Washington. Si c'est pour les retrouver en rang d'oignon face à Trump de nouveau dans le bureau ovale, bon. Ce qui est sûr, c'est que les opérations russes vont continuer,
parce que Poutine veut avoir, à mon avis, de plus en plus le maximum d'effets de levier, si vous voulez, dans une négociation pour pouvoir faire des concessions. Après, eh bien, pour l'instant, les opérations donc se poursuivent et se poursuivent quand même à très bon rythme. Et la manière dont elles se poursuivent est aussi pleine de messages. Et je voudrais revenir sur deux événements. Donc pour dire que la Russie n'a pas l'intention de faire baisser sa pression militaire. Donc ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas la paix. Ça veut dire qu'on est au cœur d'une négociation et que pour l'instant, les combats continuent. Voilà. Pour renforcer la main des uns et des autres dans la négociation. On comprend bien que du côté ukrainien, ça n'est quasiment plus possible, sauf par des provocations, des attaques. Bon, ils ont essayé de rebombarder Zaporizhia, ils ont essayé de faire une attaque sur Smolensk, ils ont essayé de nouveau il y a eu un attentat déjoué sur le pont de Kerch, le pont de Crimée. Bon, voilà. Mais du côté russe, c'est beaucoup plus méthodique, massif et douloureux. Et je veux revenir sur les dernières 24 ou 48 heures où la Russie a frappé 2 raffineries pétrolières, une dans l'oblast de Poltava à Kremenchuk et une à Odessa, qui est en fait un dépôt, qui est un terminal pétrolier qui appartient à la compagnie nationale azerbaïdjanaise. Alors, je reviens brièvement sur ce qui s'est passé dans l'oblast de Poltava, parce que là, pour moi, le message est clair. Kremenchuk, c'est une raffinerie pétrolière qui est possédée par à la fois l'État ukrainien, qui en a 43%, donc c'est Naftogaz d'Ukraine, et puis par un groupe privé qui s'appelle Privat Group et qui est contrôlé par le fameux Igor Kolomoïski, notamment, et qui a 56% via des entités offshore. Mais il faut savoir qui est Kolomoïski. Kolomoïski, c'est un peu celui qui a créé la personnalité publique de Volodymyr Zelensky, qu'il a beaucoup financé, avant même l'élection présidentielle de 2019. Il avait un groupe de médias, c'est lui qui a mis sur les ondes la fameuse série Serviteur du peuple, où Zelensky, qui était encore un acteur, jouait justement le serviteur du peuple, un petit professeur qui est tellement pénétré, n'est-ce pas, de la nécessité de défendre son pays et son peuple, qu'il finit par avoir une carrière politique. Et évidemment, c'était une belle opération psychologique et ça a permis d'asseoir finalement la personnalité de Zelensky et d'en faire un politicien qui a concouru, devenu très populaire grâce à cette série, qui a concouru au présidentiel et qui l'a emporté. Bon. Et donc, taper cette raffinerie pétrolière, c'est une manière de taper Kolomoïski, hein, évidemment. C'est une manière donc de montrer que voilà, les temps changent. Ça attaque aussi d'ailleurs Zelensky parce qu'il a aussi des intérêts, hein, bien sûr. Ça attaque, alors après très concrètement, c'est une manière de casser les lignes de communication qui permettent notamment à tous les véhicules militaires ukrainiens de pouvoir avoir du pétrole, hein, c'est une manière de casser les fournitures. Et puis alors, il y a le deuxième bombardement, donc à Odessa, de la SOCAR, et ça c'est encore plus important presque, parce que c'est la compagnie nationale azerbaïdjanaise, voilà, pétrolière. Donc, vous vous souvenez, j'en ai parlé dans une des clés du monde récemment, qu'il y a eu cet accord avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan, patronné par les États-Unis, qui essaie de faire basculer l'Arménie dans une sphère d'influence turco-azérie avec l'aval américain et en fait d'enlever l'Arménie à la sphère d'influence russe.
Je pense que c'est la réponse de Vladimir Poutine, ce bombardement de la Sokar, à Ilham Aliyev. Ça a un impact financier important parce que, en fait, la Sokar est très implantée en Ukraine. Elle a environ une soixantaine de stations essence en Ukraine. Elle a investi beaucoup dans les dépôts pétroliers et dans les réseaux d'infrastructures à Kiev, à Odessa et à Nikolaïev. Voilà, donc c'est une frappe qui évidemment entraîne de gros dommages financiers, économiques pour l'Azerbaïdjan, puisque c'est la compagnie nationale. Et en plus, évidemment, c'est comme pour l'autre, c'est une manière de gêner l'approvisionnement en pétrole des forces militaires ukrainiennes. Donc, c'est un message à Aliyev, je pense, sur les alliances qu'il choisit. C'est pour le faire réfléchir, probablement. En tout cas, moi, je le vois un peu comme ça. Voilà, je termine un peu en queue de poisson pour vous dire que donc on est à la veille de développements très très intéressants parce que les négociations qui doivent être en cours à la fois au niveau entre Américains et Russes, mais aussi entre Américains et Ukrainiens, mais aussi entre Européens et Ukrainiens, mais aussi entre Ukrainiens et Américains. Tout cela va entraîner dans les semaines à venir, je pense, un certain nombre de développements que j'aurai grand plaisir à vous commenter. Je vous remercie si vous avez aimé, de liker, de partager cette vidéo, de vous inscrire à PEGuerre et d'activer la petite cloche pour savoir quand il se passe quelque chose. Et puis, si vous avez envie d'avoir d'autres informations et d'autres analyses sur d'autres sujets, je vous invite à rejoindre le Cercle des Amis de PEGuerre. Ma prochaine clé du monde qui sortira ce vendredi à 18h traitera de la manière dont les États-Unis, pour l'instant de façon assez malhabile, essaie de gêner les Chinois et les Indiens, malgré tout. Et pour l'instant, ça a plutôt l'air de produire l'effet inverse et de renforcer les relations sino-indiennes. Donc c'est assez intéressant à observer aussi et à détailler. C'est ce que je ferai dans cette clé du monde. Je vous remercie, chers amis. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.